Le grand don de l'être humain est que nous avons le pouvoir de l'empathie. C'est pour ça que je vais au cinéma, pour ressentir ce que ressentent les autres. On l'appelle la femme aux 1000 voix, celle qui peut tout jouer, la froideur d'une rédactrice en chef, le déchirement d'une mère ou la joie solaire sur une jetée grecque. Meryl Streep n'est plus seulement une actrice, elle est devenue une institution, une force capable de briser le plafond de verre de l'industrie, de défier un président. When the powerful use their position to bully others, we all lose. Ou de faire trembler le monde de la mode par un simple murmure. That's all. Mais comment a-t-elle réussi à devenir l'actrice la plus nommée de l'histoire des Golden Globes et des Oscars ? Comment a-t-elle brisé les codes d'un Hollywood obsédé par la jeunesse ? Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses d'une carrière hors norme, celle d'une femme qui s'apprête en 2026 à reprendre son rôle le plus culte. Bienvenue dans la vie de Meryl Streep. Mary-Louise Streep naît le 22 juin 1949 à Summit, dans le New Jersey. Elle grandit dans le confort stable de la classe moyenne supérieure américaine de l'après-guerre. Son cadre familial repose sur une dualité d'influences fascinante. D'un côté, son père, Harry William Streep. Cadre dans l'industrie pharmaceutique, il a instauré dans son foyer une culture de la rigueur et une éthique de travail méthodique. Un héritage tout à fait structurant qui, vous le verrez, on le retrouvera chez sa fille. C'est d'ailleurs lui qui l'appelle dès son plus jeune âge Meryl, la contraction de Marie-Louise. À l'opposé, sa mère, Mary Wilkinson Streep. C'est une artiste. Elle devient sa boussole esthétique et le pilier de sa confiance en elle. Et oui, sa mère lui répétait sans relâche « Meryl, tu es capable, tu peux être tout ce que tu veux ». Entre ces deux mondes, la jeune Meryl se distingue par un tempérament observateur et une maturité précoce. Si elle s'intéresse d'abord à la lecture et aux arts plastiques dans l'atelier de sa maman, c'est la musique qui sera son véritable premier ancrage artistique. À seulement 12 ans, elle voyage chaque semaine toute seule en train du New Jersey à New York pour suivre des cours de chant lyrique avec Estelle Liebling, la professeure de la fabuleuse soprano Beverly Hills. Cette discipline lui impose une précision vocale absolue, celle-là même qui lui permettra des décennies plus tard d'incarner Margaret Thatcher avec une justesse historique. What we think we become. Pourtant, Meryl finit par rejeter l'opéra qu'elle juge trop restrictif. Elle a soif d'incarnation, pas seulement de technique. C'est au lycée, au Bernard's High School, qu'elle découvre le jeu. Mais sa métamorphose la plus radicale ne se joue pas sur scène, elle a lieu dans les couloirs de son lycée. Pour s'intégrer, Meryl le dirait à elle-même, elle a entrepris une analyse clinique des codes de la popularité. Elle délaisse ses lunettes, s'éclaircit les cheveux et étudie les magazines de mode. Elle décide de jouer stratégiquement le rôle de la pom-pom girl parfaite. Elle décrira plus tard cette expérience sociale comme son premier grand rôle. Et c'est d'ailleurs à ce moment précis qu'elle impose le nom Meryl hors du cercle familial. Son élection comme reine du bal de promo vient couronner cette étude de caractère. Meryl a compris une leçon fondamentale. An actor's only job is to enter the lives of people who are different from us and let you feel what that feels like. En 1967, Meryl intègre le Vassar College. Elle s'y inscrit en théâtre et littérature. Sur le campus, elle devient une légende dès 1969 avec la pièce Mademoiselle Julie. Ses professeurs sont sidérés. Meryl ne joue pas. Elle s'efface littéralement derrière son personnage pour l'incarner. Pourtant, à cette époque, Hollywood ne l'intéresse pas du tout et elle se voit comme une artisane du théâtre loin des paillettes. Mais pour devenir l'élite, elle doit encore se muscler. En 1972, elle intègre la Yale School of Drama, la faculté d'art dramatique la plus prestigieuse au monde. Là-bas, le rythme est hyper intense. Meryl devient une véritable machine de guerre, enchaînant 40 pièces en seulement 3 ans. De Shakespeare à la comédie musicale. Mais le point de rupture survient un soir de représentation. Elle s'évanouit sur scène, terrassée par l'épuisement. Et cet incident change tout. Elle comprend que le talent d'incarnation ne suffit pas. Il faut une gestion athlétique de son corps. Elle se jette alors dans une étude obsessionnelle du souffle, de la voix et des accents. Et lorsqu'elle ressort de Yale en 1975, Meryl Streep est une technicienne d'enfer. Elle sait couvrir 3 octaves et décrypter un script comme une partition de Mozart. Elle est prête à conquérir Broadway avec une rigueur que l'industrie n'a encore jamais vue.
Et à peine sortie de Yale, Meryl Streep prend New York d'assaut. Elle devient alors la protégée de Joseph Papp, le créateur du Public Theatre, et enchaîne 7 rôles en un an. Du Lincoln Center aux planches de Broadway, elle bluffe la critique et décroche une nomination aux Tony Awards dès sa première année. L'équivalent des Oscars, mais pour le théâtre. Elle finit l'été au Shakespeare in the Park, dans Mesure pour mesure. C'est là, sous les étoiles de Central Park, qu'elle rencontre son grand amour, John Cazale. John est un acteur de génie, qui a notamment été révélé pour ses rôles cultes comme Le Parrain, Conversation secrète ou Un après-midi de chien. C'est le début de leur histoire d'amour. Elle auditionne dans les mêmes temps pour le remake de King Kong. Dans la pièce, face au producteur Dino De Laurentiis, quelque chose se joue immédiatement. Il se retourne vers son fils, lui parle en italien, persuadé que Meryl Streep ne comprend pas, et il lui dit la phrase suivante: « Pourquoi m'as-tu amené cette chose? Elle est trop laide. » Sauf que Meryl, elle comprend très bien l'italien, et elle va lui répondre dans cette même langue. Mi dispiace molto, mais... Elle est rejetée, elle s'en va, mais elle va reprendre immédiatement le contrôle symbolique de la situation. Parce qu'Hollywood lui ferme la porte pour son physique, elle va imposer autre chose. Une autorité basée sur la technique, l'intelligence, le travail. Mais malheureusement, en mai 77, tout bascule. Alors que John s'apprête à tourner dans le film Voyage au bout de l'enfer, une fresque réaliste sur la guerre du Vietnam, il est diagnostiqué d'un cancer des poumons généralisé aux os. Pour rester à ses côtés, Meryl va forcer son destin professionnel. Elle obtient également un rôle dans Voyage au bout de l'enfer, mais uniquement pour veiller sur lui durant le tournage. Le rôle de Linda n'est vraiment pour elle qu'un instrument de survie. Elle juge ce personnage, cette fiancée restée au pays, comme un personnage sexiste et passif, mais elle va s'investir avec une gravité si réelle qu'elle transfigure chaque scène. C'est ici que le rapport de force avec l'industrie devient encore plus brutal. Les studios, découvrant l'état de santé de John, vont exiger son renvoi pour des raisons d'assurance. La crise est évitée de justesse grâce à Robert De Niro, qui, par un geste de solidarité rare, décide de payer de sa poche la surprime d'assurance exorbitante pour que John reste. Et le couple va parvenir à terminer le film ensemble. Pour honorer toutes ces factures médicales, Meryl, elle va également accepter, à contre-cœur là aussi, de tourner dans la série Holocaust en Autriche, un projet qu'elle méprise pour son approche jugée trop commerciale de l'horreur qui s'est produite dans le pays. À son retour de tournage, elle passe 5 mois à son chevet, mais le 12 mars 1978, à 3h du matin, John Cazale meurt dans ses bras. Al Pacino dira lui-même plus tard que la dévotion de Meryl envers John l'a marqué à jamais. Aussi brillante soit-elle, c'est au chevet de John que j'ai vu qui elle était vraiment. Voyage au bout de l'enfer deviendra paradoxalement son premier grand triomphe critique et lui offre en 1979 sa toute première nomination aux Oscars, catégorie second rôle. À la suite de ces événements, elle décroche une audition pour Kramer contre Kramer. Le film est un véritable séisme sociétal en ce qu'il traite frontalement du divorce et de la garde d'un enfant à une époque où le modèle familial traditionnel explose. Face à elle se tient Dustin Hoffman, alors au sommet de sa gloire grâce à des rôles comme dans Le Lauréat ou Little Big Man. Figure de proue du nouvel Hollywood, Hoffman possède un droit de regard total sur le casting et sur le film. Le rôle de Johanna, la mère qui a abandonné son enfant, est jugée un petit peu trop risqué par les stars établies par peur de se faire détester du public. Mais ce rôle devient pour Meryl un terrain d'expérimentation technique. Loin de chercher à séduire le studio ou Dustin Hoffman, elle propose une lecture froide, lucide et une rupture psychique du personnage de Johanna qui sidère l'acteur, notamment par son absence totale de sentimentalisme. All my life, I've felt like somebody's wife or somebody's mother or somebody's daughter. Even all the time we were together. I never knew who I was. Une fois le rôle décroché, Meryl va refuser d'être une simple exécutante. Face à la méthode agressive d'acting de Dustin Hoffman, qui va aller jusqu'à la gifler physiquement lors d'une prise pour provoquer un choc organique, Meryl va s'imposer par une résistance intellectuelle et structurelle. Elle va intervenir directement sur le scénario avec Robert Benton et elle va écrire intégralement sa plaidoirie finale au tribunal pour offrir à son personnage une cohérence morale et de la dignité qui manquait selon elle à son personnage dans le script original inspiré du roman d'Avery Corman. But
I don't know how anybody can possibly believe that I have less of a stake in mothering that little boy than Mr. Kramer does. Ce choix transforme son rôle ingrat en pivot dramatique du film, et le film devient le plus gros succès commercial de l'année 1979, avec 106 millions de dollars de recettes mondiales. Et surtout, grâce à ce rôle, Meryl décroche son premier Oscar. En 1981, elle obtient l'Oscar du meilleur second rôle. Meryl Streep in Kramer vs. Kramer. En moins de 2 ans, elle est passée du statut d'espoir sur les planches de Broadway à celui d'actrice incontournable sur la scène des Oscars, imposant d'ores et déjà la femme comme un nouvel étalon de rentabilité d'Hollywood. À 28 ans, Meryl Streep rencontre Don Gummer, un sculpteur. Coup de foudre. Ils se marient 6 mois plus tard et fondent une famille qui comptera au fur et à mesure des années 4 enfants. Henry, Mary-Willa, Grace et enfin Louisa. Sur les plateaux, la machine s'emballe. En 81, elle sidère l'Angleterre, notamment avec son rôle dans La maîtresse du lieutenant français. Elle a pour ce film un double rôle et elle développe surtout un accent britannique parfait. I have a freedom they cannot understand. Elle ira même jusqu'à remporter le BAFTA à Londres devant les Anglais, l'équivalent anglais des Oscars ou français des Césars. La légende de la reine des accents est enfin née. Forte de ce premier choc, elle s'attaque en 82 au monument de William Styron, Le Choix de Sophie. Cimentant sa réputation de technicienne incroyable, elle va tout de suite briser le plafond de verre salarial. Elle exige 1,5 million de dollars pour ce rôle, ce qui est un chiffre colossal pour un drame indépendant. Mais elle y arrive et elle prouve d'ores et déjà au studio que son nom seul peut garantir le financement d'un film difficile et sombre. Pour le rôle de Sofia, une rescapée d'Auschwitz, elle va déployer une science de l'artisanat remarquable. Durant des mois, elle s'astreint à un régime drastique et elle va perdre jusqu'à 10 kilos pour le rôle, notamment pour modifier sa posture et sa respiration, mais c'est surtout sur le terrain linguistique qu'elle va sidérer l'industrie. Refusant l'imitation superficielle, elle apprend réellement le polonais et l'allemand, étudiant même la phonétique pour que ses muscles buccaux se déplacent comme ceux d'une native. Sur le tournage en Yougoslavie, son accent il est si parfait que les figurants du tournage ne croient pas qu'elle est américaine. Le point d'orgue du film, la scène du choix sur le quai de la gare, illustre alors sa gestion athlétique de l'émotion. Elle traite son corps comme un instrument dont il ne faut pas user les cordes. Et elle sait que pour cette scène, l'effroi de la mère ne peut pas être rejoué sans perdre sa vérité. Alors elle refuse catégoriquement de répéter et va livrer une unique prise. Ça va être si brutal, si beau, si fort que le caméraman sera d'ailleurs en pleurs. Le résultat sera sans appel, 30 millions de dollars de recettes pour 9 millions de budget. Et c'est début 1983 qu'elle rafle le Golden Globe de la meilleure actrice. Meryl Streep. Et dans la foulée, son deuxième Oscar, son premier dans la catégorie reine, Meryl Streep obtient l'Oscar de la meilleure actrice. Sa maîtrise des accents devient sa signature, mais une critique apparaît. Certains lui reprochent d'être une machine technique sans défaut. À force de tout maîtriser, son jeu ne devient-il pas trop parfait pour être encore humain? D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En 1983, sur le tournage de Silkwood, elle ne joue plus, elle construit. Dans ce thriller politique, elle incarne une ouvrière de l'Oklahoma qui devient une lanceuse d'alerte pour dénoncer des manquements de sécurité d'une usine de traitement du plutonium. Mr. Hurley, they're taking everything. Listen. Elle habite le rôle avec une précision telle qu'elle obtient une nouvelle nomination aux Oscars. Bon, vous le verrez, il y en a plein. Surtout, gardez bien en tête cette rigueur, parce que c'est celle qui, en 2006, forgera le regard glacial de Miranda Priestly dans Le diable s'habille en Prada. That's all. Mais en 83, cette perfection, c'est plutôt un piège. Le divorce avec la critique éclate en 1984, alors qu'elle tente de faire simple dans Falling in Love avec Robert De Niro. La papesse du New Yorker, Pauline Kael, l'accuse d'être qu'une calculatrice qui tue l'émotion. Dans ce film, pourtant, elle y interprète une femme mariée qui s'éprend d'un inconnu croisé par hasard dans le train de la banlieue new-yorkaise. Falling in love. Sometimes magic. Pour Pauline Kael, ce n'est plus du jeu, c'est de la mécanique pure, et elle reproche à Meryl de trop montrer son cerveau, rendant sa performance artificielle là où le public attendrait de la vulnérabilité. En 1985, Out of Africa, cette fois-ci elle joue aux côtés de Robert Redford, et le film va littéralement exploser le box-office mondial avec 227 millions de dollars de recettes. Le film ira même jusqu'à rafler 7 Oscars. Dans cette fresque épique, elle incarne Karen Blixen, une aristocrate danoise
danoise qui tente de gérer une plantation de café au Kenya. Et tout ça en vivant une passion déchirante avec un chasseur. Pour ce rôle, Meryl, elle s'est infligé 10 heures de coach vocal par jour pendant des mois pour obtenir un accent danois parfait. I had a farm in Africa at the foot of the Ngong Hills. Elle n'est pas oscarisée pour ce film, mais elle remporte quand même un Golden Globe. Le résultat est vraiment un bras de fer absurde parce que pendant que la critique, comme par exemple dans le New York Times, va décrire sa performance comme un monument qui se regarde jouer, l'industrie, elle, continue la couvrir de nominations et de prix. D'ailleurs, en 2012, elle dira ça. Oh, come on, why? Her. Again. Mais pour faire taire ceux qui l'accusent d'être une actrice trop parfaite, en 1987, elle va prendre un virage viscéral avec Ironweed. Elle incarne une ancienne chanteuse devenue une sans-abri alcoolique qui erre dans les rues enneigées d'Albanie. Meryl dynamite son image. Visage ravagé, cheveux sales, cordes vocales brisées, le pari est payant, l'industrie est pétrifiée et lui offre une nouvelle nomination aux Oscars. Pourtant, les sceptiques doutent encore. Elle répond à nouveau en 1988 dans Un cri dans la nuit. Elle y prête ses traits à une mère australienne accusée à tort du meurtre de son bébé. Et là encore, elle devient vraiment australienne dans l'accent. La critique ricane, mécane, tranche. Elle obtient le prix d'interprétation féminine. C'est le court-circuit total, Meryl gagne tout. Elle est la femme aux 1000 voix, mais en même temps une virtuose jugée trop froide. Mais il faut pas oublier qu'elle va tout envoyer valser 20 ans plus tard, lorsqu'elle enfilera une salopette en chantant du ABBA. Mais avant la libération, elle va percuter encore un mur pour les femmes à Hollywood, celui des 40 ans. Hello, moi c'est Val, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur cette chaîne. Si ce travail documentaire te plaît, n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter, c'est ce qui m'aide le plus. Partons maintenant pour l'été 89. Pour son 40e anniversaire, Meryl reçoit 3 scénarios de sorcières. Par pudeur et respect pour ses consoeurs qui ont accepté ses rôles, elle ne nommera jamais les scénarios, mais elle a tout refusé. Le message d'Hollywood à ce moment-là est clair, tu es vieille. Elle fait alors un choix de carrière radical, elle préfère l'échec d'une comédie risquée plutôt que de valider le cliché de la femme d'âge mûr maléfique. Et elle entame une décennie de déconstruction de son propre mythe. Elle accepte d'abord le défi de She-Devil, où elle y explore un registre satirique et excessif, presque grotesque, aux antipodes de son style habituel. Pour elle, c'est un premier step vers la libération. Mais pour la critique, c'est un choc qui, là encore, ne passe pas. Le film est un crash industriel. Mais Meryl ne s'arrête pas là. En 91, elle décroche une nouvelle nomination aux Oscars pour Bon baiser d'Hollywood. Elle y joue une actrice en désintox, écrasée par sa mère, une légende du cinéma. Oh, God. Why did they pump my stomach? You would have died if they hadn't. Et même si ça lui va comme un gant et que ça fonctionne très bien, Meryl, elle refuse de se répéter. En 92, elle surprend tout le monde avec La mort vous va si bien, une comédie fantastique, cette fois-ci où elle incarne une star prête à tout, même à devenir immortelle. Puis en 94, elle change encore de registre. Dans La rivière sauvage, elle devient une véritable héroïne d'action. Ici, elle joue une femme prête à tout pour sauver sa famille. Mais le vrai séisme de cette décennie arrive l'année suivante avec Sur la route de Madison, réalisé par Clint Eastwood. Elle brise le plus grand tabou d'Hollywood, ce mur pour les femmes, celui du désir à plus de 40 ans. Pourtant, le projet manque de lui échapper. Les studios hésitent, à 45 ans, ils la trouvent trop vieille pour ce rôle. Clint Eastwood, lui qui réalise et joue dans le film, ne veut qu'elle. Meryl, elle soulignera l'ironie de la situation face à son âge, puisqu'elle possède à ce moment-là l'âge exact de l'héroïne du best-seller de Robert James Waller, dont le film est la réadaptation cinématographique. Et puis, à l'inverse, Clint Eastwood, qui a lui 64 ans, qui joue en plus de réaliser, affiche 12 ans de plus que son personnage initial. Mais bon, c'est un homme. Mais heureusement, Clint Eastwood, lui, est persuadé que seule Meryl Streep peut incarner cette électricité sensuelle pour ce rôle et parvient à convaincre les studios. Elle va livrer une performance qui redéfinit le romantisme au cinéma. Dans ce drame, elle est une mère de famille italienne, Francesca, qui va vivre une liaison intense avec un photographe de passage. Pour l'incarner, elle va travailler un accent italien millimétré. Yes, get your work done, that's what's important.
I'll make something nice. We can warm up when you get here. Et elle va également écrire quotidiennement le journal intime de son personnage pour habiter ses silences. Pour Meryl, le tournage, c'est un peu un choc des cultures parce que Clint Eastwood, en tant que réalisateur, il tourne très vite, ce qui oblige Meryl à une spontanéité brute. Parfois, Clint Eastwood, il filme les répétitions et il boucle le tournage pour aller jouer au golf à 16h. Pour cet architecte du détail, c'est un petit peu un choc. Une décontraction qui force Meryl Streep à lâcher prise. D'ailleurs, je pourrais faire une vidéo sur Clint Eastwood si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le résultat est historique, la scène du feu rouge sous la pluie où sa main hésite sur la poignée de la portière devient immédiatement iconique et mémorable. À 46 ans, Meryl Streep, elle prouve qu'une femme peut encore être une icône de sensualité et de passion. Le film est un triomphe mondial à 182 millions de dollars et lui vaut une 10e nomination aux Oscars et aux Golden Globes. La critique salue cette fois-ci unanimement sa performance. À partir de là, Meryl Streep est une référence absolue. Après Sur la route de Madison, Meryl Streep continue d'enchaîner les genres, elle devient insaisissable. En 96, elle brise déjà les codes avec La chambre de Marvin. Face à un jeune Leonardo DiCaprio, elle ose l'antipathie. Put back the chip. Hollywood ne l'attendait pas là, elle casse l'image. Elle enchaîne avec Le poids du déshonneur, puis Contre-jour, un rôle brut inspiré de sa propre mère. I already said everything I want to say. Except I'm sad. Mais derrière l'émotion, il y a la discipline. Pour La musique de mon cœur, elle s'impose 6 heures de violon par jour. Résultat, une nouvelle nomination aux Oscars. Et elle rejoint alors le record historique de Katharine Hepburn, mais on ne sait pas encore qu'elle va le pulvériser. Au lieu de se répéter, elle dérègle le système à chaque fois. En 2002, elle fait tout. La retenue absolue dans The Hours, le chaos total dans Adaptation. Elle accepte d'être imparfaite, excessive, imprévisible. Elle pousse encore plus loin. Elle devient une simple voix dans le film Intelligence artificielle de Spielberg, elle est grotesque dans Les orphelins de Baudelaire, puis glaciale et politique dans Un crime dans la tête. Qu'elle chante dans The Last Show. That's where my folks have lived forever. Ou alors qu'elle bouscule les codes de la comédie dans Petite confidence à ma psy. Oh shit. Elle impose ses règles. Elle reste au centre du désir. En 10 ans, Meryl Streep a méthodiquement annexé tous les territoires. Il ne manque plus qu'un costume de haute couture pour que le sacre soit total. Tout commence par un règlement de compte. En 2003, Lauren Weisberger commence à écrire. Son roman raconte son passage mouvementé chez Vogue. Sous les ordres de la redoutable Anna Wintour. À Hollywood, le projet déclenche une onde de choc. Le studio Fox flaire tout de suite le succès mondial et achète les droits du livre avant même qu'il ne soit terminé. L'objectif est clair, transformer cette expérience chez Vogue en une véritable leçon d'infiltration du monde de la mode. L'héroïne va devoir apprendre à décoder les silences, à changer radicalement d'identité et à tenir tête à une institution pour ne pas s'effacer. Pour nourrir le script, les scénaristes mènent une véritable enquête de terrain. Ils interrogent des professionnels du milieu qui leur confirment une règle d'or. Dans cet univers, la gentillesse n'a pas sa place. Meryl Streep, de son côté, ne voit pas dans ce script une simple comédie. Elle y voit le potentiel d'un archétype de pouvoir absolu. Pour les producteurs, c'est une évidence. Ils ne voient qu'elle. Pour incarner Miranda Priestly, personne d'autre ne possède cette autorité naturelle, cette aura dans le silence. Pourtant, le projet manque de capoter pour une question de salaire. Lorsqu'on propose à Meryl Streep un cachet de 2 millions d'euros, sa réponse est glaciale. Face à près 30 ans de métier, au potentiel du film et à sa notoriété, elle juge l'offre insultante. Elle ne négocie pas, elle s'en va. Le studio, incapable d'imaginer une autre actrice dans ce rôle, panique et finit par céder, il double son salaire. Une négociation rudement menée. C'est le premier acte de domination de Miranda avant même le premier jour de tournage. Face à cette reine de glace, la production cherche désespérément sa proie. Elle veut absolument Rachel McAdams. Mais elle va refuser le rôle à 3 reprises. C'est finalement Anne Hathaway qui s'impose à force de détermination. Et pour sculpter ce véritable monstre de pouvoir, Meryl Streep va refuser la caricature. Elle va aller piocher dans les mémoires de la légendaire Diana Vreeland, la célèbre rédactrice en chef de Vogue dans les années 60. Mais son coup de génie le plus radical, c'est une froideur masculine qu'elle va voler à Clint Eastwood, le murmure de fer. Get 3 coffins ready. Une voix chirurgicale qui n'hausse jamais le ton, car celui qui crie a déjà perdu le contrôle. Ce murmure oblige les puissants à se courber pour l'entendre, ce qui redéfinit l'autorité moderne. Elle ponctue d'ailleurs chaque phrase par That's all.
C'est fini, circulez. Le tournage, quant à lui, va être un cauchemar logistique. L'ambiance devient très lourde et les plus grands créateurs boycottent le film. Et ce, par peur de représailles d'Anna Wintour. La costumière du film, Patricia Field, notamment connue pour Sex and the City, a confirmé avoir frappé à de nombreuses portes restées closes. Les maisons de couture craignaient qu'une participation au film soit interprétée comme une trahison envers la papesse de la mode. La menace n'était pas forcément une exclusion directe, mais plutôt une peur de mise au placard, notamment par Vogue US. Moins de pages dans les magazines, moins de soutien pour les défilés, ou une couverture moins flatteuse. Pour un créateur en 2006, être banni par Anna Wintour équivalait à une mort commerciale. Mais alors que le tournage est déjà bien avancé, les équipes apprennent que Valentino est de passage à New York. La production tente un coup de poker qui va tout changer et le contacte. Contre toute attente, l'icône mondiale accepte avec enthousiasme, parce que pour lui, partager une scène avec Meryl Streep, ce n'est pas un risque, c'est un immense honneur. C'est un effet domino, une fois qu'il a validé le projet, tous les verrous sautent. La maison Chanel devient alors un allié dans la métamorphose d'Anna Hathaway. Are you wearing the Chanel boots? Yeah, I am. Et les autres marques suivent en ouvrant leurs archives. Le budget de la costumière Patricia Field explose, passant de 100 000 $ à 1 million. Et ce, pour transformer chaque scène en un défilé permanent. Pour remercier Valentino de ce déblocage historique, la production pousse le souci du détail à l'extrême, en reconstituant son propre défilé avec une précision chirurgicale. Des coulisses jusqu'au placement des invités. Ce n'est plus seulement du cinéma, grâce à l'audace de Valentino, le spectateur se retrouve projeté au cœur du vrai pouvoir de la mode. Et pendant ce temps, Meryl Streep, elle maintient une isolation totale. Elle dira justement à Anna Hathaway « Je pense que tu es parfaite pour le rôle, je suis tellement heureuse que nous travaillions ensemble, mais c'est la dernière chose gentille que je te dirai. » Elle utilise cette tension palpable pour transformer une simple explication technique en une leçon sociétale mondiale. What you don't know is that sweater is not just blue, it's not turquoise, it's not lapis, it's actually cerulean. Prouvant à la jeune Andy que cet univers n'a rien de futile. Meryl Streep va également refuser de faire de Miranda un robot et elle va imposer la scène du divorce où elle est filmée sans maquillage. Elle dévoile la tragédie humaine derrière la rigueur et la réussite. De son côté, Anna Wintour retourne la situation avec intelligence. Plutôt que de rester dans l'ombre et de confirmer son image de tyran, elle se présente à l'avant-première du film à New York, intégralement habillée en Prada. Le résultat est colossal, 326 millions de dollars de recettes mondiales et une Miranda Presley gravée dans la pop culture. Oh, don't be ridiculous, Andrea. Everybody wants this. Everybody wants to be us. Meryl Streep décroche le Golden Globe de la meilleure actrice, ainsi qu'une énième nomination aux Oscars, prouvant au passage que le cinéma de mode peut atteindre les sommets de la reconnaissance critique. Pourtant, ce n'est que le début de l'histoire. 2 décennies plus tard, le diable s'apprête à faire un retour fracassant, dans une suite où pour la première fois, Miranda risque de perdre le contrôle. On analyse tout ça en fin de vidéo, et ce que je peux déjà vous dire, c'est que la bande-annonce a fait plus de 222 millions de vues en moins de 24 heures. En attendant, une question se pose, Meryl Streep peut-elle encore nous surprendre? Et je crois que oui, car après avoir incarné la froideur absolue, elle s'apprête à troquer ses tailleurs de luxe pour une salopette en jean. Direction la Grèce pour un nouveau pari que là encore personne n'a vu venir. En 2008, Meryl Streep réalise le grand écart le plus improbable de sa carrière. Après avoir enchaîné des rôles d'une noirceur radicale, du thriller politique, Lion et agneau, face à Tom Cruise, à la froideur chirurgicale de la CIA dans Détention secrète, elle ressent un besoin viscéral de légèreté. Elle passe alors un casting de 2 heures avec Benny Andersson, membre du groupe ABBA. Pour l'adaptation de la comédie musicale culte Mamma Mia. Elle obtient le rôle de Donna, une mère célibataire qui, sur une île grecque paradisiaque, voit débarquer les 3 amours de sa jeunesse, invitée en secret par sa fille Sophie, jouée par Amanda Seyfried, pour découvrir lequel est son véritable père. Ce retour dans le passé est l'occasion de reformer le groupe culte de sa jeunesse, Donna et les Dynamos, aux côtés de ses meilleures amies, la sophistiquée Tanya, interprétée par Christine Baranski, et l'intrépide Rosie, jouée par Julie Walters. À l'écran, leur complicité débordante est l'exact miroir du trio de femmes qui dirigent le film en coulisses, la productrice, la scénariste et la réalisatrice,
Phyllida Lloyd. Cette direction 100% féminine change catégoriquement la dynamique du plateau. Elle souligne avec malice que pour une fois, dans Hollywood, ce sont les femmes qui tiennent les rênes, reléguant des icônes comme Pierce Brosnan ou Colin Firth au rang de bimbo ou d'objet de désir. Cette inversion des codes, acceptée avec beaucoup d'humour par le casting masculin, a permis de transformer cette comédie musicale en une véritable célébration de la sororité et de la liberté féminine. Pour Meryl, ce n'est pas un simple divertissement, mais une revanche sur l'industrie. Elle s'enthousiasme de voir 3 femmes de plus de 50 ans tenir les rôles principaux. Sur le tournage, l'énergie est électrique. Pour la première fois, elle incarne un rôle qui se rapproche au plus près de son énergie naturelle. Mais le tournage reste éprouvant, c'est un défi physique. Loin de se ménager, elle va réaliser elle-même ses cascades, notamment son célèbre saut dans l'eau depuis la jetée. L'enjeu est également vocal. Pour garantir une authenticité totale, Benny Anderson a exigé que les acteurs interprètent eux-mêmes tous les titres sans doublure vocale, poussant Meryl Streep à s'entraîner pour muscler sa voix et habiter chaque note en direct des plateaux. Lorsqu'elle interprète ça, elle ne cherche pas la perfection d'une chanteuse de studio. Elle habite chaque mot, les prononçant comme si elle parlait pour véritablement vivre la vie de cette femme à travers la musique. Son moment de pur délice reste le tournage de Dancing Queen. Sur les côtes de la mer Égée, entourée de toutes les femmes du village, dans l'un des plus beaux endroits du monde. Cette idée folle de réunir toutes ces femmes finit par offrir une dose de joie massive à des millions de spectateurs. Avec une pointe d'ironie, Meryl Streep s'amusera du paradoxe industriel. Alors que le budget de Mamma Mia est minuscule face au colosse de l'époque, le film rapportera 611 millions de dollars de recettes mondiales. C'est un séisme. Le film va jusqu'à surclasser certains des blockbusters, comme le premier Iron Man, au box-office mondial, prouvant que le public féminin, le casting féminin et la direction féminine sont une force de frappe que les studios sous-estiment systématiquement. Ce triomphe public et commercial s'accompagne d'une récompense critique. Le film décroche 2 nominations aux Golden Globes et Meryl Streep est même citée aux Grammy Awards pour sa performance vocale. Meryl Streep a littéralement pulvérisé le plafond de verre en réalisant ses plus gros succès commerciaux après 60 ans. D'ailleurs, pour Mamma Mia 2, elle fera juste une apparition brève parce qu'elle déteste faire des suites. Une règle d'or stricte pour sa carrière, sur laquelle elle va d'ailleurs revenir en 2026. On y vient. Après Mamma Mia et le diable s'habille en Prada, le virage se poursuit avec Julie et Julia, un défi de taille littéralement. Pour incarner cette chef de cuisine, Meryl s'immerge totalement. Elle va prendre jusqu'à 7 kilos et va jouer avec des décors rabaissés pour simuler les 1,88 m de l'icône épicurienne. Meryl, elle, ne fait qu'1,68 m. Le résultat pour ce film va également être sans appel, 129 millions de dollars de recettes. Et oui, un film centré sur une femme sexagénaire passionnée de cuisine peut générer des centaines de millions de dollars de recettes. Un segment de marché que les studios jugeaient jusqu'alors inexistant. Mais c'est surtout avec la Dame de Fer qu'elle va arriver à l'apothéose, elle va décrocher son 3e Oscar. Le film retrace l'ascension politique fulgurante et le règne sans compromis de Margaret Thatcher. Gentlemen, shall we join the ladies? Première femme, première ministre du Royaume-Uni. Pour l'incarner, Meryl s'immerge pendant des mois dans des archives sonores. Elle l'écoute pour capturer son ton professoral et condescendant. Parce que oui, Margaret Thatcher, femme dans un milieu d'hommes, a effectué un travail sur son propre souffle pour être entendue. You turn if you want to. The ladies, not for turning. Sa manière de parler était conçue volontairement pour interdire physiquement toute interruption masculine dans le cadre du Parlement. Et Meryl va parvenir à reproduire ça. Watch your character, for it becomes your destiny. En coulisses, Meryl transforme son art en levier politique également, en offrant l'intégralité de son salaire pour ce film, ce cachet à 1 million de dollars au National Women's History Museum, affirmant que Margaret Thatcher, qu'on l'aime ou non, a été une pionnière, dont l'héritage appartient à toutes les femmes. Et le 26 février 2012, Meryl Streep va donc décrocher ce 3e Oscar, sous une standing ovation. Elle désamorce l'instant avec une autodérision devenue légendaire. Oh, come on, why? Her.
Again. À 62 ans, elle n'est plus seulement une actrice au sommet, elle est une institution vivante. Et elle ne va pas s'arrêter là. Aujourd'hui, elle en est à 21 nominations aux Oscars. C'est un record historique. Et pour la petite histoire, elle écrase aussi la concurrence pour les Golden Globes, avec un total de 33 nominations, dont 9 trophées remportés. C'est simple, personne à Hollywood n'a jamais maintenu un tel niveau d'excellence sur une aussi longue durée. Le 24 novembre 2014, Meryl Streep, alors âgée de 65 ans, franchit les portes de la Maison-Blanche. Barack Obama la décore de la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile des États-Unis. Selon Obama, Meryl est devenue le symbole d'une culture qui s'exporte par l'excellence technique. Le président résume son génie en expliquant qu'en maîtrisant tous les accents de la Terre, elle nous a appris à nous comprendre. Ce nouveau statut de monument national lui donne un pouvoir immense qu'elle utilise immédiatement sur le terrain. En juin 2016, elle rejoint Michelle Obama au Maroc pour le programme Let Girls Learn. Elle utilise sa célébrité comme une loupe pour forcer le monde à regarder l'éducation des filles. Ses choix de films deviennent également des choix politiques et sociétaux. D'abord, elle brise le tabou de la sexualité des seniors dans le film Hope Springs. That was the first time you said it. First time you said you love me in that little motel. Puis, elle explore les pathologies des relations familiales et les ravages des addictions aux opioïdes dans Un été à Osage County, aux côtés de Julia Roberts, un sujet alors brûlant aux États-Unis. C'est l'une de ses transformations les plus extrêmes d'ailleurs. Perruque de travers, visage ravagé, Meryl Streep joue alors une matriarche cruelle et toxique. Elle utilise une voix pâteuse et une diction agressive pour transformer la souffrance qui se transforme en méchanceté. I'm a drug addict. I love drugs. Elle obtient sa 18e nomination aux Oscars, ainsi qu'une nomination aux Golden Globes. Elle prête également son visage au militantisme historique d'Emmeline Pankhurst dans Suffragette en 2015. Elle incarne la leader clandestine qui, du haut d'un balcon, appelle les femmes à la rébellion lors d'un discours électrique. I incite this meeting and all the women in Britain to rebellion. En février 2016, elle prend la présidence du jury de la Berlinale, un des plus grands festivals de cinéma au monde. Elle y tient un discours universaliste radical. Bien que polémique, cela va souligner sa conviction profonde. Played a lot of different people from a lot of different cultures. There is a core of humanity that travels right through every culture. And after all, we're all from Africa originally. L'empathie artistique doit primer sur toutes les barrières raciales, de genre et de religion. Elle n'a pas peur de déplaire pour affirmer sa vérité. En 4 ans, elle a méthodiquement déplacé son trône des plateaux de tournage au pupitre de la diplomatie, se forgeant une armure avant le choc frontal qui l'opposera en 2017 à Donald Trump. Le combat public de Meryl Streep contre Donald Trump commence bien avant son élection. Le 6 juin 2016, elle monte sur la scène du Shakespeare in the Park, à Central Park, en caricature de Donald Trump. Un teint orange, beaucoup de fond de teint, une perruque blonde. Elle fait une parodie qui fait le tour du monde. Mais c'est après l'élection de Trump que la tension explose, le 8 janvier 2017, justement pour les Golden Globes. À 67 ans, Meryl Streep reçoit le prestigieux prix Cécile 2000. Ce prix n'est pas une récompense pour un film, mais une distinction suprême qui couronne l'ensemble d'une carrière ainsi que les contributions exceptionnelles de la personne qui reçoit le prix au monde du divertissement. Et devant un parterre de stars, elle va livrer un plaidoyer de 6 minutes qui va fracturer l'opinion américaine. Sans jamais le nommer, elle va dénoncer l'intimidation et la moquerie envers les personnes les plus vulnérables auxquelles s'adonne Donald Trump. When the powerful use their position to bully others, we all lose. Elle cite notamment un moment qui l'a sidérée, où lors d'un meeting, Donald Trump a imité et ridiculisé Serge Kowalski, un journaliste du New York Times atteint d'un handicap physique. And this instinct to humiliate, when it's modeled by someone on the public platform, by someone powerful, it filters down into everybody's life because it kind of gives permission for other people to do the same thing. Dès le lendemain de son discours, Trump va réagir sur Twitter en la traitant
l'actrice la plus surévaluée de tous les temps. Et en février 2017, lors d'un gala pour les droits humains, elle va contre-attaquer. And how the authority of the executive in the hands of a self-dealer can be wielded against the people and the Constitution and their Bill of Rights. The whip of the executive can, through a Twitter feed, lash and intimidate, punish and humiliate, delegitimize the press and all the imagined enemies with spasmodic regularity and easily provoked predictability. Meryl Streep choisit également de répondre à ces attaques par l'art en rejoignant le projet Express de Steven Spielberg, Pentagon Papers, sorti en décembre 2017. Pour la première fois de sa carrière, Meryl Streep partage l'affiche avec Tom Hanks, créant un duo au sommet du cinéma mondial. Elle y incarne la patronne du Washington Post, qui défie le gouvernement Nixon pour publier la vérité sur la guerre du Vietnam. La technique de jeu de Meryl Streep est d'une précision chirurgicale à nouveau. Spielberg était convaincu qu'il y avait une urgence démocratique à porter cette histoire à l'écran sous l'administration Trump, et c'est pour ça qu'il l'a produit en un temps record, en seulement 9 mois. Pour Meryl Streep, ce rôle miroir, avec son propre combat pour la liberté d'expression face à Donald Trump, va être un succès immense, rapportant plus de 179 millions de dollars de recettes, ainsi qu'une énième nomination aux Oscars, je crois que c'est la 21e, un record absolu. Cependant, fin 2017, sa stature morale à Meryl Streep est mise à mal avec l'explosion de l'affaire Harvey Weinstein. Weinstein est alors l'un des producteurs les plus puissants d'Hollywood. Il est à la tête de plusieurs sociétés comme Miramax ou The Weinstein Company, et il a produit des succès mondiaux comme Scary Movie ou Shakespeare in Love, un film ultra oscarisé. Meryl Streep, elle le connaît sur le plan professionnel pour avoir collaboré avec lui sur plusieurs films, notamment La Dame de Fer, le film qui lui aura permis de décrocher son 3e Oscar. L'affaire éclate donc en 2017 à la suite d'enquêtes du New York Times et du New Yorker, révélant que plus de 90 femmes l'accusent de harcèlement, d'agression sexuelle et tout ça s'étalant sur 3 décennies. Ce scandale déclenche le mouvement mondial MeToo. En 2020, il est condamné à 23 ans de prison, mais malheureusement, le jugement va être annulé en appel en 2024 pour vice de procédure. Toutefois, il sera quand même condamné à 16 ans de prison pour une autre affaire à Los Angeles. Donc, il est en prison. Et l'actrice Rose McGowan va alors accuser publiquement Meryl Streep d'avoir gardé le silence sur ses affaires par opportunisme, provoquant l'apparition d'affiches She Knew, elle savait, à Los Angeles. Meryl Streep va alors se défendre fermement, notamment dans des communiqués. Elle dit qu'elle ne savait pas, qu'elle ignorait. Elle dira d'ailleurs sur le plateau de cet avou ça. Si j'avais su, j'aurais pu changer l'histoire. Elle expliquera également que Harvey Weinstein cloisonnait ses activités criminelles et utilisait ses collaborations avec des stars respectées, de renommée, comme une façade de professionnalisme pour tromper son entourage. Pour faire face à cette crise et transformer son indignation en action, Meryl Streep va devenir l'une des figures de proue du mouvement Time's Up, qu'elle a cofondé avec un collectif de 300 femmes influentes d'Hollywood. Pour marquer son engagement, elle y injecte 500 000 $ de sa poche, et ce fonds a vocation à payer les frais d'avocat, notamment pour les victimes d'harcèlement, d'agression sexuelle ou... Meryl Streep ne subit pas les époques, elle les domine. Alors que l'avènement du streaming aurait pu fragiliser sa carrière, elle s'en est saisie de manière magistrale. The Big Little Lies, cette série dans laquelle elle joue aux côtés de Nicole Kidman, jusqu'à la satire politique Don't Look Up face à Leonardo DiCaprio. D'ailleurs, Leonardo DiCaprio lui dira lui-même mais c'est cette année 2026 que l'impensable se produit. Si on retrouve notamment sa voix dans Jumpers ou alors dans le remake de Narnia, Meryl reprend surtout son rôle culte pour un numéro 2. Elle revient dans Le Diable s'habille en Prada. Miranda Priestly est alors en fin de carrière. Son empire de papier s'effondre sous le poids du numérique. Sa seule issue, demander de l'aide à son ancienne assistante qu'elle a tyrannisée, Emily Charlton,
devenu un véritable titan du luxe. Pour ce duel au sommet, le casting original explose toutes les attentes. Meryl Streep, Emily Blunt, Anna Hathaway et l'iconique Stanley Tucci sont de retour. Mais ce n'est pas tout, une rumeur court. Des nouveaux vont faire leur apparition et Lady Gaga aurait d'ailleurs été aperçue sur le tournage à Milan. Un tournage qui s'avère d'ailleurs être cauchemardesque par la production, tant ils sont traqués par les paparazzi qui spoilent de nombreuses tenues et scènes du film. Le point de rupture pour les fans arrive en septembre 2025 à la Fashion Week de Milan. Les actrices sont aperçues au premier rang de véritables défilés, notamment le défilé de Dolce & Gabbana. La réalité percute la fiction de plein fouet. Et c'est là que Meryl Streep va se dire profondément choquée d'ailleurs de la maigreur des mannequins sur les podiums. Anna Hathaway, elle, n'a pas attendu pour agir. Elle a exigé des producteurs du film qu'ils ne produisent jamais ces images qu'elle juge dangereuses et elle demande à ce que le film n'affiche pas de silhouettes squelettiques. L'excitation des fans grimpe encore d'un cran aux Oscars 2026 quand Anna Hathaway débarque sur scène avec la véritable Anna Wintour. Dans un moment devenu tout de suite viral, la papesse de la mode la nomme Emily. Anna, would you like to read the nominees? Thank you, Emily. Validant d'un trait d'humour glacial l'héritage du film, le diable s'apprête à reprendre ses droits. 21 nominations aux Oscars, 3 statuettes, 33 nominations aux Golden Globes et des décennies à régner avec tous les visages de la féminité. Réduire Meryl Streep à un palmarès serait une erreur. Son véritable exploit, c'est d'avoir imposé une autre idée du pouvoir dans une industrie obsédée par la jeunesse et l'effacement des femmes avec l'âge. Un pouvoir fondé sur l'intelligence, sur l'observation et cette capacité rare à transformer chaque rôle en une véritable traversée humaine. Meryl Streep a prouvé qu'une actrice pouvait être bien plus qu'un simple visage à admirer. Là où un système promettait l'invisibilité dès 40 ans, elle a bâti un empire. Elle nous offre une nouvelle grammaire du pouvoir, celle d'une femme qui peut vieillir sans disparaître et se transformer sans se trahir. Elle a changé ce qu'Hollywood croyait possible. Comme elle le dit elle-même, le travail, au fond, c'est d'être capable de dire « c'est assez, je suis assez ». Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Meryl Streep. Si ce travail de documentation t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, c'est ce qui m'aide le plus. J'ai vraiment essayé de passer en revue toute cette carrière qui était ultra dense. À très vite pour une nouvelle histoire qui a marqué l'histoire.